Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Encore moins lorsqu'on les balance à une heure de grande écoute à la télévision. Philippe Alphonse y en a fait l'amère expérience, ou plutôt les amères expériences. Retour sur un passé qui n'est pas complètement passé, avec ou sans filtre. Ah mais c'est extraordinaire ce que vous avez trouvé. C'est extraordinaire ça alors. Ça, je connais, oui. Ça, c'est ma famille Alfonsi à Ajaccio en 1919. Il y a tout le monde. Hein. Il y a mon grand-père Marc, l'instituteur, debout derrière. Celui qui allait à l'école normale d'Ajaccio, ici, avec les chaussures autour du cou pour ne pas les user tellement ils étaient pauvres. Et puis qui a donc sorti la famille de la misère paysanne en une génération. Puisque les deux fils qu'il y a à côté de lui, Nicolas à gauche et Antoine à droite, ont fait des études supérieures. Mon père, qui est le petit garçon bien sage à droite aussi, a fait des études supérieures. Ma tante également. L'un était médecin, l'autre était gouverneur des colonies. Mon père était haut fonctionnaire. Ma tante était fonctionnaire également. Et au milieu, la très très belle femme que vous voyez, c'est Blanche Murzy, qui était ma grand-mère. Et voilà. Très 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 belle femme, d'une famille riche, alors que mon grand-père était très pauvre. Et bien évidemment, comme il n'arrivait pas à faire accepter à la famille d'épouser leur fille, il l'a enlevé à cheval sur une place d'Ajaccio, à cheval. Et il l'a emmené pour la déshonorer, n'est-ce pas? Après ça, il n'y avait plus que deux solutions, le coup de fusil ou le mariage. C'était une famille bien mise. Il l'a épousée. Eh bien, le grand-père, vous l'avez dit, il va faire fortune entre guillemets en sortant la famille de la misère. C'est la Tunisie. En Tunisie, qu'est-ce qu'il fait en Tunisie? En Tunisie, il est instituteur. Il va faire carrière en Tunisie et puis il va aller après sur le continent. Il est à moitié dissimulé derrière l'homme en djellaba, là, avec sa casquette et puis sa barbe. En effet, oui. Une très belle photo, ça, vraiment magnifique. Votre grand-père, Marc Jean, il a une curiosité jusqu'au bout de sa vie. Qu'est-ce qui se passe à 90 ans passés? 99 ans. À 99 ans? À 99 ans, je le vois apprendre le chinois. Cet homme qui a étudié toute sa vie. Il apprend le chinois. Je lui dis, mais Missiao, on l'appelait Missiao. On ne l'appelait pas Babonne, on l'appelait Missiao. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où vient ce prénom en Corse. Et Missiao et Minane. C'est le sud. C'est le sud, voilà. Bon, donc c'est ma grand-mère qui a gagné une fois de plus. et je lui dis, mais Missia, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, mais j'apprends le chinois, tu vois bien. Mais je lui dis, pourquoi? Parce que c'est une langue d'avenir, mon fils. 99 ans, une langue d'avenir, voilà. Il est mort l'année suivante. Ils ont eu un enfant? Vos grands-parents? C'est lui? Ah, ça c'est mon père, c'est Marcel, c'est le petit garçon bien sage que vous avez vu tout à l'heure. Là, c'est en 1930. Marcel travaille. Marcel travaille, il est journaliste à ce moment-là. Il n'est pas encore... il a déjà... Bon, il a fait des études supérieures, mais il est journaliste. Et il est journaliste sportif. C'est un journaliste sportif, là. Et il a une tête de gangster américain. J'adore cette photo. Je la trouve formidable. Comment il était, votre papa? Il avait un caractère particulier, votre papa? Oui, c'était un homme très calme et qui pouvait être également très violent. Enfin, c'est un Corse, quoi, en gros. Hein. Très calme. C'était la placidité même quand on le regardait comme ça. Mais oui, cet homme-là, qui après avoir quitté ma mère, était tombé amoureux de la patronne de la Closerie des Lilas à Paris, eh bien, figurez-vous qu'il a trouvé le moyen, parce qu'à la Closerie des Lilas, il y avait un monsieur qui fréquentait beaucoup la Closerie des Lilas, même jusque dans ces années-là, des années beaucoup plus tard, hein, ça c'est les années 50, 60, qui s'appelait Hemingway. Ben, il a trouvé le moyen de s'engueuler avec lui. Parce qu'il ne supportait pas les Américains. Voilà, bon. C'était un personnage formidable, mon papa. Bon, avant d'aller à la Closerie des Lilas, votre papa, il rencontre elle? Ah ben il la rencontre elle, oui, c'est ma maman, ça. Oui. Ça, c'est Odette Quézin. Elle vous tient à cœur. Alors, j'ai mis ce dessin plutôt qu'une photo. Oui, ben vous avez eu raison. Pourquoi? Parce que ce dessin, pour moi, qui est fait par un monsieur très connu qui s'appelle Lobelrich, et quand elle s'est mariée avec mon père, il a fait son portrait, qui est daté de janvier 1939, et moi, je vais naître en juillet 1939. Vous êtes dans le ventre, donc là. je suis là. On ne me voit pas, mais je suis sur ce tableau. Voilà. Moitié suisse. Je suis très... Elle est suisse, oui, d'origine, oui. Moitié, oui. Mais en tout cas, c'est un tableau qui vous tient à cœur. Énormément, oui. Eh ben, vous en avez parlé, on l'a en photo, mais on l'a en tableau, mais on l'a aussi en photo, votre maman.
Ah oui, alors ça, cette photo-là, je ne sais pas où vous l'avez trouvée, je suis très, très ému parce que je ne la connaissais pas. C'est juste après la guerre et il y a moi à droite et ma petite sœur Dominique à gauche, qui est très rigolote. Parce que vous allez grandir sur le continent, vous, Philippe. La Corse, ce n'est que pendant les vacances, en fait. Jusqu'à 15 ans, vous allez y aller systématiquement pour les vacances. Les vacances sont partagées en deux, dans la propriété du grand-père, dans le sud-ouest de la France, et en Corse, chez mes grands-parents. Où on vous interdit de parler corse. Où on m'interdit de parler corse. Et on avait un appartement rue des Écoles, face à l'École Polytechnique à Paris. Tout le monde parlait corse à la maison. Tout le monde, tous les fils, tous les amis, etc. Et mon grand-père interdisait, dès qu'on s'adressait à ma sœur et à moi, on parlait au français. On passait au français. Donc on a la langue dans l'oreille, on a la musique, mais on ne la parle pas et on ne la comprend pas, ce qui est quand même invraisemblable. Et pourquoi ? J'ai une fille aujourd'hui qui le parle, le corse, ça je suis très content, qui parle l'italien et le corse, c'est Vanina. Et bon, mais c'est la seule de la famille. Ça a sauté une génération. Ça a sauté une génération, c'est la seule. Et pourquoi il ne voulait pas votre grand-père? Qu'est-ce qu'il avait avec le corse? Parce qu'il fallait s'intégrer. Ça lui rappelait la misère? Il fallait s'intégrer, voilà. C'est dommage. Je crois qu'il a raté quelque chose et il a été terriblement puni, mon grand-père. Parce que là, quand il apprenait le chinois, il est mort, je vous l'ai dit, 1 an après. Hein, et ben, tout d'un coup, il n'a plus ni parlé le chinois, ni parlé le français, ni parlé quoi que ce soit. Il ne parlait plus que le corse. Et donc, il ne pouvait plus communiquer avec nous, ni avec moi, ni avec ma sœur. Il n'y avait qu'avec ma tante qu'il communiquait, et avec sa femme. Parce qu'il ne pouvait plus parler français. Il n'avait plus un mot de français. C'est la punition, ça. C'est une punition extrêmement forte, cruelle, mais je crois méritée. C'est pas bien de nous avoir empêchés de parler corse. Pas bien du tout. Dernière photo, donc. Oui. C'est celle-ci. Allez, on retrouve un peu le sourire. Alors, oui, celle-là, on peut retrouver la le sourire. La musique adoucit les mœurs. Voilà, donc c'est vrai que j'étais un piqué de jazz quand j'étais gosse, gamin, vraiment très jeune. Un ayatollah du jazz. Un ayatollah du jazz. Je ne supportais que cette musique-là et je ne voulais pas en entendre parler. Même le rock, j'y ai échappé, tout ça, pour moi, c'était de la sous-musique. Voilà, j'étais complètement l'ayatollah du jazz. Et du coup, je ne travaillais pas très bien à l'école parce que je passais plus mon temps à faire des répétitions avec des copains. Et donc, on m'a collé dans un collège de curés. Là, je suis dans un collège de curés à Saint-Michel-des-Perrets, dans la Sarthe. Et qu'est-ce que j'ai fait en arrivant chez les curés? J'ai monté un orchestre. Mais ça ne va pas durer parce qu'un jour, on va quand même vous sensibiliser à la musique classique. Alors, un jour, c'est tout à fait... Alors, c'est pas seulement la musique classique, c'est-à-dire que la musique classique m'a ouvert à toutes les autres musiques après. C'est ça qui est extraordinaire. Et beaucoup plus tard, et on en reparlera plus tard peut-être, à Aléria. Et au moment d'Aléria, je redécouvre quoi? La musique corse, la vraie, celle de la chanson corse traditionnelle, et ça a été un choc. Encore un choc. Extraordinaire. Mais avant d'arriver à Aléria, on va parler un petit peu de cette vie-là. Est-ce qu'elle va être rock'n'roll ou pas? Je pense que oui. Hein. Allez, venez avec moi. Et laissez-vous guider, hein. C'est très simple, vous allez voir. Donc on vous a laissé dans cette école de curé, et puis vous avez votre bac, tant bien que mal, hein, vous n'êtes pas un bon élève. Non. Et on vous retrouve là, à Paris. Oui, absolument, oui, avec ma petite sœur, qui fume la pipe, tiens, avant moi, ça c'est fort, je ne savais pas. Rue des Écoles, c'est le fameux rue des Écoles dont je vous parlais tout à l'heure, là où on nous interdisait de parler corse, et tout le monde parle cette langue. Pas nous. Vous faites des études de droit quand même pour faire plaisir à vos parents? Je fais des études de droit pour faire plaisir à mes parents et je fais des études de philosophie pour faire plaisir à moi-même. Voilà. Et puis vous travaillez un petit peu aussi? Alors je travaille l'été, d'abord dans un bistrot parisien très connu. Et puis là et puis voilà. Et puis à Luxembourg, où je rentre pour classer des dépêches alors que je suis étudiant à la Sorbonne et en droit. Et à ce moment-là, en effet, la rédaction est dirigée par Armand Jameau, qui fait une émission quotidienne qui s'appelle 10 millions d'auditeurs. RTL était la chaîne, la station radio. La station radio la plus écoutée. Voilà, bon.
Et puis, je classe mes dépêches tranquillement, et on me demande de classer justement celles sur l'Algérie. Je les classe, je les lis, et je les descends dans le studio qui était au sous-sol, je me rappelle, de la rue Bayard. Et Jameau, qui me voyait comme ça depuis 2-3 jours et qui ne savait pas qui j'étais, me propulse dans le studio en disant bah, tu es en retard, c'est à toi. Et il me pousse dans le studio, je me trouve en bas, et je vois dans la cabine technique que tout le monde lui fait des gestes en lui disant mais c'est l'étudiant, qu'est-ce que tu fais une connerie là, etc. Et comme j'étais là, et le garçon qui présentait le journal s'appelait André Lampe, il avait des yeux comme ça en me voyant entrer. Donc je me suis assis, j'ai fait une petite synthèse des dépêches que j'avais lues, et je suis remonté, et là Jameau m'attendait à la porte en disant « T'es pas plus mauvais qu'un autre, je te garde ». Et donc je ne suis jamais ressorti de RTL. Jusqu'en 70 quand même, hein, de 61 jusqu'à 70. Voilà, jusqu'à 70, 61, 70. Et vous allez faire ça quelques années, puis petit à petit, vous allez de plus en plus rentrer effectivement comme journaliste. Voilà. Et puis en 68, il y a quelque chose qui se passe en France. Là, en 68, et vous êtes oui. RTL et vous êtes là. Ah oui, en 68, alors oui, là, il y a deux... Ah voilà, c'est très intéressant ce que vous avez fait, parce qu'il y a les deux phases. Là, je suis caché derrière la voiture, là, et là, je suis sur un balcon chez des gens. Parce qu'entre-temps, là, au début, nous sommes les seuls à couvrir les manifestations de mai 68, parce que l'ORTF est en grève, et nous avons des voitures émettrices, bien évidemment. Et donc, on nous appelle très très vite Radio Barricade, ça fâche très fortement et le gouvernement et le préfet de police de Paris, qui était pourtant un type très bien, et ils nous interdisent très très rapidement de transmettre avec les voitures émettrices. Et à ce moment-là, on trouve une parade, on part avec nos nagras, hein, on reprend les nagras, là, les gros machins qu'on emballait sur l'épaule et qui ressemblaient à des valises de plombier, et on va chez les gens, et comme vous le voyez là, et on branche nos nagras, et on continue à faire du direct, mais depuis les balcons à ce moment-là, en branchant nos nagras sur les téléphones des gens. Et vous vous rendez compte comme ça, vous continuez de travailler. Voilà, et on continue à travailler, à rendre compte en direct, parce que c'était le direct quand même qui faisait toute chez la les différence gens. à ce moment-là. Donc vous alliez taper chez les gens, bonjour, est-ce qu'on pourrait donner votre prise de téléphone, et hop, et on y va, quoi. On n'a jamais été jeté dehors, jamais. Belle histoire, oui, belle histoire. La radio, on l'a dit, ça va durer jusqu'en 70. En 70, il y a Pompidou qui arrive au pouvoir. Voilà. Et Desgros prend la direction de la première chaîne. Et à ce moment-là, Desgros et Dumayet, qui avaient été punis en 68 et qui avaient fait de la radio à RTL, eh bien, ils nous avaient rencontrés, Patrick Pénaud, moi, Lescure, un certain nombre. Et hop, ils nous emmènent tous à la télévision en 70. Fin 70, début 71, pour devenir grand reporter, reporter, journaliste, présentateur, etc. Et moi, Patrick et moi, nous devenons grands reporters et nous partons pour 20e siècle et pour Objectif et pour tous ces magazines que faisait à ce moment-là. Et j'allais dire, quel grand reporter vous faites, parce qu'on va vous retrouver où? On va vous retrouver au cœur de l'action, justement. Regardez plutôt. Tout est calme au Bengale, l'ordre règne dans tout le pays, les dernières bandes de brigands armés ont été décimées. Voilà ce que nous entendions dire officiellement à Karachi, au Pakistan occidental, il y a seulement 4 jours. Nous avons voulu vérifier, nous sommes passés au Pakistan oriental, malgré l'interdiction des autorités de l'Ouest, et voilà ce que nous avons constaté. À 12h30, samedi, attaque aérienne contre Chouadanga, une ville de 30 000 habitants au Pakistan oriental, tenue actuellement par les partisans du Cheikh Mujibur, les partisans bengalis qui en ont fait leur capitale provisoire. Ça, c'est un scoop mondial, ça. Oui, c'est un scoop mondial parce qu'on était les premiers et les seuls à passer pendant 8 jours. C'est-à-dire que nos images ont fait le tour du monde et c'était très important, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, le Pakistan oriental, qui deviendra le Bangladesh, était soutenu par l'Inde. L'Inde était soutenue par l'URSS. Nous étions en pleine guerre froide. Le Pakistan était l'allié des États-Unis. Donc, la presse occidentale avait unanimement pris le parti du Pakistan en disant c'est encore un coup monté par les Indiens pour essayer de déstabiliser le Pakistan allié des États-Unis, alors que, etc. Voilà. Et nous, ce qu'on a montré avec ces premières images, c'est que vous avez vu l'image formidable de cet avion qui attaque, et le type qui a pour se défendre un fusil, une vieille pétoire. Bon, on voit bien qu'il n'y a pas les Indiens derrière, qu'il n'y a pas les Russes derrière. Ils se défendent tout seuls, et ils se sont soulevés tout seuls.
Et nous faisons passer ce message, en effet, attention, ce qui se passe au Bangladesh, c'est très important parce que ça n'est pas du tout un coup monté par les Indiens ou les Russes, c'est vraiment un peuple qui se soulève contre leurs frères pakistanais de l'autre bord qui les maltraitent depuis des années. Donc on a fait un travail à ce moment-là, on avait fait un vrai travail de journaliste avec l'accord et le soutien total de Desgroupes et du Maillet qui nous disent en effet, là, il faut que vous montriez que ce ne sont pas les Indiens derrière. Et bien on le montre tout de suite, d'entrée de jeu, dès les premières images. Et on le comprend dès les premières images, on voit bien qu'ils ne sont pas aidés par une force quelconque et surtout pas la force russe et surtout pas la force indienne. Avec Desgroupes et du Maillet, vous allez faire le tour du monde, vous allez multiplier comme ça les reportages. À l'époque, vous allez au Liban, vous allez un petit peu partout. Et puis cette période télé va s'arrêter un jour. Pourquoi? Pour ça. Oui. Alors, ce retour à la radio n'est pas totalement... s'enchaîne parfaitement avec ce que nous venons de voir. Quand j'ai été grand reporter, j'avais une exigence permanente de Dumaillet sur la tête qui était il faut tout remettre dans le contexte historique, géographique, économique. Enfin, il fallait tout savoir. C'est un peu l'école des annales, quoi. C'était totalement l'école des annales auquel il se référait ouvertement, d'ailleurs. Hein, bon. Et d'une certaine façon, je me suis fait, et j'ai fait pour les auditeurs, j'ai fait ce dont j'aurais eu besoin quelques années auparavant, quand j'étais grand reporter. J'ai éclairé l'histoire contemporaine pour pouvoir comprendre ce qui se passait dans le monde. Et je me rappelle que Moujotte, qui était directeur de l'information à Europe à ce moment-là, m'a dit « Tu sais, j'ai vu un copain hier soir qui m'a dit « Mais comment vous pouvez tolérer cette émission ?» Mais oui, il me l'avait raconté en rigolant, bien sûr, en disant « Mais tu te rends compte, tu décoiffes en faisant cette émission sur comment vous pouvez la tolérer ?» Elle dit des tas de choses qu'il ne faut pas dire, des choses... Bon, voilà. Et en effet, on a raconté et dénoué un certain nombre de choses. Qu'il ne fallait pas dire, ou qu'il fallait dire, justement. Ou qu'il fallait dire, qu'il était urgent de dire, voilà. Et puis, vous allez effectuer un retour à la télévision. On va écouter le générique, vous allez m'expliquer pourquoi. Les gens d'ici, à visage découvert, les gens d'ici prennent la place de Guy Lux à 1 heure de grande écoute. Vous arrivez par la grande porte. On arrive par la grande porte. Et les gens d'ici, ça parlait bien. C'était vraiment les gens qui n'avaient jamais eu la parole, qu'on découvrait pour la première fois. Vous ne croyez pas si bien dire en disant les gens qui n'ont jamais la parole. Parce que, justement, ça se passe très bien, succès d'audience. Et puis un jour, il y a ça. Polémique à propos des gens d'ici. Parfum de vendetta des gens d'ici. Vous étiez venu en Corse, en fait, vous aviez tourné plusieurs émissions. Voilà. Il y avait une série de 4-5 qui devaient passer. Et en fait, on vous a reproché d'avoir donné la parole aux nationalistes. Voilà, et on a empêché de le faire. Et on a empêché la diffusion. C'était vraiment pas, à l'époque, en odeur de sainteté, de donner la parole vraiment. Ah bah, de donner la parole aux nationalistes. Alors, attendez, il y avait des gens de toutes les tendances politiques. Oui. Mais voilà, il y avait 2-3 nationalistes qui avaient en plus un discours extrêmement percutant et qui interpellait vraiment. Et donc, à partir de là, ça a à nouveau fait un choc terrible. On a même reçu des menaces de mort qui a été prise au sérieux, puisque j'ai été placé sous protection policière après la diffusion du film. Et ces menaces, bien évidemment, venaient de ce qu'on pourrait appeler des barbouzes, quoi. Bon, voilà. Mais ça a été suffisamment pris au sérieux, en tout cas par les services de police à l'époque, pour qu'on ait eu la protection policière, moi, mon réalisateur et nos familles. Et ça sonnera d'ailleurs le glas des gens d'ici. Mais vous n'en avez pas fini avec la télévision, et vous n'en avez pas fini avec les ennuis à la télévision. Mais c'est pas dans cette pièce-là qu'on va en parler, c'est dans une autre. Allez, venez avec moi, Philippe. Dernière pièce de notre périple. On vous a quitté sur France 2. Je vous propose qu'on vous retrouve sur France 3, quelques temps plus tard. Oui. France 3. J'ai enchaîné. Des attentats à Paris chaque jour ou presque. Des morts, des blessés, des ambulances qui sillonnent les rues,
Des hélicoptères qui descendent au cœur même de la ville pour venir repêcher des naufragés innocents d'une guerre qui ne dit pas son nom. Car c'est bien d'une guerre qu'il s'agit, une guerre de l'ombre, une guerre de lâches, mais aussi une guerre de professionnels du terrorisme dont les objectifs sont trop précis, dont la logistique est trop importante pour qu'il n'y ait pas derrière eux des États. Des États, Voilà. vous avez dit le mot. Donc là, ça c'est Taxi, en effet le magazine Taxi, qui va m'attirer beaucoup d'ennuis, notamment ce numéro-là, parce que je vais démontrer avec le directeur de la police de l'air et des frontières que ce qu'avait dit Chirac, on a bloqué toutes les frontières, vous êtes protégés, 81, tous les jours des bombes à Paris, tous les jours des morts, avec Libé qui titre « Tenir bon », tenir, comme au temps du Blitz à Londres. Bon. Et dans ce contexte-là, Chirac, qui est Premier ministre, dit « Vous inquiétez pas, d'abord, on poursuivra ceux qui nous ont fait ça, qui qu'ils soient. Et deuxièmement, vous êtes protégés, on a fermé les frontières. » Je démontre en direct, pas en direct d'ailleurs, parce que on est la veille, il a fallu ruser pour que ça passe à l'antenne, je démontre que ce n'est pas vrai. Et j'ai été viré quelques mois plus tard. Voilà. Sans crier gare, on m'a jeté vraiment une censure pure et simple, une censure journalistique dont, malheureusement, on a oublié que... La violence. Dont on a oublié la violence, simplement absolument. de dire la vérité. Ouais. Et du coup, votre ami Cabu, il en fait un dessin. Ah oui, alors ça, oui. On prend le parti d'en rire aussi un petit peu immédiatement après. Voilà. Hein, Taxi, on vous casse, c'est vrai, c'est incroyable ça. Vous êtes viré comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et quand même, la profession aussi. Alors, est-ce qu'il faut le prendre rigolant? Désolé. Oui, alors on a été couverts de 7 d'or, lui et moi, ça c'est évident. Bon, Meilleur voilà. enquête, super quoi. Voilà. Et en Le effet, héros de la télévision à l'époque. Le 7 d'or, on rappelle hein, pour les plus jeunes, c'était un peu les Césars de la télévision. Voilà, ouais, on a été virés ensemble. Enfin, chacun sur une chaîne différente. Lui c'était TF1, moi c'était France 3. Voilà. Allez, venez, on va parler un petit peu, parce qu'on a parlé beaucoup de métiers, mais il y a eu aussi quelques femmes dans votre vie. Bah oui. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un aspect un peu plus personnel. Oui. Vous l'avez évoqué, la première, Marie-Laure. Marie-Laure, oui. Elle était étudiante, là. Hein. Là, elle est étudiante, elle aussi. Voilà, c'est justement à ce moment-là que je travaillais pour payer mes vacances avec cette dame, voilà, qui est la mère de ma première fille, Karine. Qui va être journaliste, elle. Qui va être journaliste aussi. Hein, parce qu'il y a beaucoup de journalistes dans la famille. Qui a été une très bonne journaliste et une réalisatrice de télévision, et qui a abandonné le métier après un drame personnel que je n'évoquerai pas. Voilà. Ah, ça c'est ma deuxième femme. Ksenia Chirinsky-Shekmatov, que j'ai connue. Alors, ça, je l'ai connue. Elle a d'abord été ma monteuse film. Elle était monteuse film et cinéma. Elle a d'abord été ma monteuse film, ensuite elle a été ma réalisatrice. Elle a réalisé énormément de choses d'Histoire d'un jour, que nous avons vu tout à l'heure à la télévision. Et ensuite, quand j'ai monté mes boîtes de production, quand j'ai été viré de Taxi, qu'il m'a fallu monter une boîte de production pour continuer à travailler dans ce métier, elle est devenue productrice avec moi. Voilà, donc, Kouka m'a accompagné. Et d'ailleurs, productrice à succès, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans votre carrière, hein, mais vous allez même obtenir un Grammy Award hein, pour un de vos documentaires. Vous allez produire à peu près 200 documentaires à peu près, oui. Après ce 7 d'or, là, avec vos différentes boîtes de prod. Oui. Et puis, avec Xenia, ben, vous allez avoir... Vanina. Vanina, qui aujourd'hui est un peu plus vieille. Hein, qui aujourd'hui est un peu plus vieille. Alors, Vanina qui habite en Corse. Et qui est en Corse. Voilà, on l'a évoqué dans la première partie, qui parle corse. Et qui, elle, parle corse et italien, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Ouais. Dans cette photo. C'était après Aléria. C'était après Aléria. C'est tout à fait étonnant, hein, ça c'est tout à fait curieux. On y est allé par hasard. On est dans la cave à un moment donné. Siméone, il nous fait sortir quand les gendarmes attaquent. Et on se retrouve donc de l'autre côté, on se retrouve parmi les gendarmes mobiles, là, et nous aurons un gendarme mobile qui va être tué par balle à 1 mètre de nous sur la droite. Voilà. D'accord, vous étiez donc au cœur, on y était au cœur de l'action. Au cœur de l'action, oui. Et donc voilà, après, donc, nous avons ramené ce t-shirt. Dernier écran, si vous le voulez bien, eh bien vous allez commenter. L'image se passe peut-être même de commentaires. Aujourd'hui, c'est là où vous vivez. Voilà, je vis dans un village bourbonnais, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous y faites? Dans ma bibliothèque, j'écris.
J'écris, voilà. J'écris actuellement une série dont je ne devrais pas trop parler parce que je suis un peu superstitieux, étant Corse, n'est-ce pas? On est tous superstitieux chez nous. Et voilà, tant que c'est pas signé, je préfère ne pas en parler. Vous reviendrez peut-être nous en parler. Dernière photo, j'ai mis celle-ci. Ah, au 6e jour du soulèvement bangladais, alors qu'on se trouvait là dans le village bombardé, là, de Chadanga, oui, c'est ça. Un officier nous a dit: vous avez des passeports? Ben oui, on a nos passeports, donnez-les. Alors on a donné nos passeports et là, ils nous ont mis le premier tampon fait avec des pommes de terre taillées, des premiers tampons du Bangladesh indépendant au 6e jour de la guerre, alors qu'on ne pensait même pas qu'un jour ce pays pourrait devenir indépendant. Et donc j'ai fait cadeau au musée de l'indépendance, j'ai fait cadeau de ce document historique, parce que c'est vrai, c'est le premier... Ma question, elle est là, Philippe. Qu'est-ce que ça fait, quand on a 80 ans, de voir qu'on commence à entrer dans les musées? Quand on se retourne, on vient... Ça, c'est une question très méchante, voilà. Ben voilà, oui, on est un peu au musée, oui. Non, mais on vient de retracer votre vie, 80 ans d'action, de vérité, pour le pire, souvent, pour le meilleur et pour le pire. Quand vous retournez là-dessus, vous pensez à quoi? Vous vous dites quoi? J'ai peut-être qu'à l'époque, l'actualité avait du talent. Alors, ça, c'est ce que disaient des groupes. Quand on lui disait « bravo pour 5 colonnes », il disait « l'actualité avait du talent ». Alors, c'est vrai que l'actualité avait du talent et que c'est une très belle vie. Voilà. Allez, venez, il y a un geste pour finir, c'est le selfie. Ah, le selfie, ah oui, le selfie. Oui. Vous en faites souvent des selfies ou pas? Non, jamais. Jamais. Ben voilà, faites le premier. Ah ben, après le premier tampon, il y aura le premier selfie. On le mettra dans un musée aussi, voilà. Peut-être celui-ci. Allez, souriez. Voilà. Merci infiniment, Philippe Alphonsi. Merci pour tout. Et à bientôt. À bientôt. J'espère quand vous aurez écrit la série. Je suis sûr qu'on va la voir.